Hélène Romano, bonjour. Bonjour Karl. Alors Hélène Romano, tu es docteur en psychopathologie. Tu as consacré, on peut dire, l'ensemble de ta vie et de ta carrière à défendre les enfants. Et pour moi, tu es un peu comme dans la chanson de Francis Cabrel, la dame de Haute-Savoie. Non pas que tu vis en Haute-Savoie, mais quand je ne sais plus à quel saint me vouer, je me dis que qu'en pense Hélène, que dit Hélène? Parce que tu as été dans le combat, même avant moi. Et donc, en fait, ce qui me paraît très intéressant avec toi, c'est de faire un point de que ce qu'on a obtenu depuis qu'on a fait ce fameux film 1 sur 5, qui date d'il y a quelques années, maintenant 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Euh, Moi, j'ai le sentiment qu'on n'a rien obtenu du tout. Donc, je voulais savoir si toi, dans ton métier, parce que tu as les mains dans le cambouis tous les jours quand même, par rapport à ça, tu as vu des évolutions positives. Alors, je vais te répondre, mais juste avant, je pense que c'est important de savoir d'où je parle. Moi, si je suis engagée, comme tu l'as dit, en protection de l'enfance depuis toujours, ça fait 30 ans que je travaille sur ce sujet-là, c'est parce qu'enfant, quand j'étais toute petite, de 5 à 10 ans, j'ai été victime d'un couple de pédophiles qui était très protégé par une paroisse. Je fais partie des rares personnes indemnisées à un taux très élevé par l'INIR, qui était l'instance qui a été mise en place pour indemniser les victimes de l'Église. C'est un couple très, très protégé, qui était ami de mes parents, qui ont fait ce qu'ils ont pu avec eux-mêmes, leur histoire assez compliquée. Me concernant, ça a été extrêmement difficile. Ça a été une enfance vraiment massacrée, je vois pas d'autres termes. Et actuellement, j'ai plus de famille. C'est aussi un point qui est important. C'est quand on a été victime enfant, là, c'est pas de l'inceste, mais ça s'en rapproche par rapport au lien très fort. Cette femme était la marraine de mon frère, la meilleure amie de ma mère, donc c'était un environnement extrêmement malsain à ce niveau-là. Bah, quand tu survis adulte, tu es la trace vivante de ça et ta famille te rejette complètement. Donc moi, aujourd'hui, à part mes 2 enfants, je n'ai pas du tout de famille, je sens famille. Et c'est le propre de beaucoup de personnes qui ont subi des violences sexuelles enfants. C'est très important de le dire. Ça n'est pas suffisamment dit. On a l'impression que parler, la famille va vous protéger. La famille, elle a honte et vous êtes la bête à abattre. La protection vient pas de la famille dans la majorité des cas. Moi, j'ai quitté cette famille pour me mettre en couple avec quelqu'un que je savais pervers. Je quittais un milieu pour un autre que je connaissais très bien, avec l'idée peut-être que cet homme allait peut-être changer. L'histoire fait qu'il était stérile, on a eu nos enfants par FIV, ce qui est un point important, par ICSI, et il est devenu de plus en plus violent, avec actes de torture, de barbarie, ce sont les termes des experts, à mon égard, à l'égard de mes enfants. Donc j'ai fait partie ça fait plus de 20 ans, de ces mamans qui ont été extrêmement maltraitées par la justice pour avoir voulu protéger leurs enfants. Par exemple, mon ex-mari frappant mon fils à la sortie de l'école, qui à l'époque avait juste 9 ans. Moi, j'étais pas là. Il y avait beaucoup de témoins. L'école fait un signalement le vendredi. Le dimanche, je récupère mon fils qui avait un trauma crânien, des traces très importantes à la tête. Et je suis mise en garde à vue le lundi soir, après être convoquée au commissariat, mise intégralement nue, avec fouille au niveau vaginal, au niveau anal, avec des insultes épouvantables de 2 policières qui se sont déchaînées. J'ai eu 6 heures de garde à vue, les photos, tout ça, l'empreinte digitale, enfin comme dans les films. Et c'était tellement faux d'avoir 2 policières qui me disaient, en fait, vous avez conditionné votre fils pour qu'il soit insupportable et que son père le massacre, parce que mon fils a été massacré physiquement par son père, ma fille aussi à d'autres moments. Lui n'a jamais été auditionné. Il y a eu une plainte pénale, il y a eu une enquête de la police des polices, à l'époque de la Commission nationale de déontologie de sécurité, qui ont reconnu le détournement de procédure, les violences policières. La plainte que j'ai déposée juste pour avoir le remboursement de mes frais d'avocat en pleine nuit a été classée sans suite. Le père n'a jamais été inquiété. Il va falloir 51 signalements professionnels pour que mes enfants soient protégés. Et me concernant, alors qu'il y a eu de multiples constats médico-légaux, l'intervention de la police pour séquestration, menace de mort, pour viol, tout sera classé. Et aujourd'hui, mon ex-mari vit tranquillement dans l'ouest de la France, dans un hôpital où il peut être en contact avec des enfants. Donc ça m'a mobilisé beaucoup dans mon choix de carrière et aussi dans ma façon de travailler. Quand je m'occupe d'enfants violés, de femmes victimes de violences conjugales, de parents qui ont essayé de protéger leurs enfants, qui ont été massacrés ou qui sont massacrés par le système, je sais ce que ça coûte psychiquement. Moi, ça m'a coûté ma santé, ça m'a coûté 400 000 euros
de frais d'avocat, ça m'a coûté ma vie. Et en tant que professionnelle, j'aurais pu faire le choix de faire tout à fait autre chose. J'ai été sur ce registre-là et avec une hypersensibilité, c'est très juste. Et comme quelqu'un qui est écorché vif parce qu'il a subi une intolérance à l'injustice. Ce qui fait que dans le cadre de mon travail, ça m'est arrivé plusieurs fois, tu le sais, on en parlera peut-être, de payer très cher ma parole libre et le fait, non pas de dénoncer au sens négatif du terme, mais de donner l'alerte. C'est pas possible qu'on laisse faire des choses comme ça. C'est pas possible qu'on signale pas parce qu'on est l'ami de ceci, de cela. Ça n'est pas possible qu'on laisse les choses se faire. De le dire. Et pour l'avoir dit à 2 reprises, j'ai subi des violences extrêmement graves au niveau institutionnel et j'en subis encore aujourd'hui les conséquences. J'ai été amenée à démissionner de la fonction publique à cause de ça. Autrement dit, pour répondre à ta question, quelles avancées depuis 1 sur 5? Je pense qu'il y a une prise de conscience de la société, mais qu'au niveau des autorités, au niveau des décideurs, il y a une espèce de leurre qui est entretenue, d'une pseudo-attention aux victimes, parler, mais surtout, faut rester dans le secret. Faut pas déranger. C'est-à-dire, faut parler tant que ça va pas déranger. Tant qu'on peut maintenir la chape du déni, c'est bon. Mais si la chape du déni, si on commence à voir un petit peu tout ce qui se passe derrière, qui est protégé, il y a un intérêt évident à maintenir les enfants en situation de danger. Il y a un intérêt évident à faire que la parole de l'enfant soit toujours cadenassée. Donc ça, on comprend mieux pourquoi maintenant, mais c'est une vérité. Aujourd'hui, on est nombreux à être formés, à alerter, et dès qu'on essaye de bouger un petit peu trop, on le paye très cher. Regarde ce qui vient d'arriver au juge Durand. Il avait été mis là pour, en gros, ne rien faire. Et voilà qu'il s'est mis à travailler, à la surprise générale des autorités. Et du coup, il a été remercié et remplacé par des gens qui ont eux-mêmes démissionné parce qu'ils avaient des casseroles immédiatement. Et je pense notamment à cette dame, Caroline Ray-Salmon, que tu as connue, j'ose pas dire dans une autre vie, mais et ça t'a d'ailleurs valu d'être virée carrément à l'époque. Tu peux m'en dire plus là-dessus? Oui, alors juste un point. Elle a été beaucoup plus fine que le président de la Civis 2, c'est-à-dire qu'elle s'est mise en retrait parce qu'elle sait parfaitement qu'il y a très de fortes chances pour elle que la victime, la plainte soit classée. Tout simplement parce que dans le système, il y a la présomption d'innocence. Si c'est parole contre parole, pas de trace, ça sera classé. Donc, c'est très probable que juridiquement, la plainte de cette jeune femme soit classée. Donc, elle s'est mise en retrait, ce qui est beaucoup plus fin et plus stratège. Mais pour en revenir à ce médecin, moi, j'ai travaillé avec elle il y a près de 20 ans. Elle commençait, elle est un peu plus âgée que moi, elle avait un peu plus d'expérience, mais dans une structure à l'hôpital, dans un hôpital parisien où il y avait une structure pré-plainte, c'est-à-dire d'évaluation, souvent des jeunes enfants, post-plainte, urgence médico-judiciaire, où elle travaillait. C'était le couloir d'en face, et très souvent, j'allais dans son service, et elle, ça lui arrivait d'aller dans l'autre service. On essayait de mutualiser les moyens, parce que dans mon unité, on était un médecin responsable, une secrétaire mi-temps, un psycho mi-temps et une assistante sociale mi-temps. Donc, quand les enfants étaient vus, nous, on était en amont de toute plainte, surtout par des parents inquiets, d'essayer de savoir. Puis dans le milieu parisien aussi, des gens souvent connus. Est-ce que mon enfant a été agressé, pas agressé? Est-ce qu'il y a eu, il me dit ci, il me dit ça, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? On essayait d'évaluer, et toujours une évaluation pluridisciplinaire en amont de toute plainte. Et à l'issue de ça, on recevait les parents. Et certaines fois, on signalait quand il y avait du côté psychologique une évaluation qui allait vers l'idée qu'il y avait des troubles spécifiques. Et le médecin qui était responsable de cette unité, pour la petite histoire, moi, j'apprendrais de Caroline Ray-Salmon que ce médecin était au départ gastro-entérologue, qu'il avait été nommé responsable d'une unité où il faisait des examens gynécologiques, il faisait des photos, ça dérangeait personne. Et moi, je l'ai appris quand j'ai été éjectée, et j'ai été éjectée, il n'y a pas d'autre terme, parce que un jour, on a reçu une jeune fille, on a reçu son cousin, ils étaient un petit peu plus âgés, 10 et 15 ans. Les deux liens, c'était donc les pères qui étaient frères, et la petite qui se plaignait d'être violée par le cousin. Et c'est un peu trash, mais ça montre la violence aussi de la situation. Ce cousin a reconnu les faits, il fabriquait des préservatifs avec une feuille en plastique de classeur, parce que dans son collège
VIP de là où il est très protégé de là où il était scolarisé, il n'allait pas aller à la pharmacie acheter des préservatifs. Donc, il en fabriquait, ce qui, bien évidemment, blessait fortement la petite cousine qui lui avait demandé d'arrêter. Mais elle était amoureuse de ce jeune garçon et les parents n'avaient qu'une envie, c'était de savoir c'est vrai, c'est pas vrai, mais surtout pas de signalement. Le gastro-entérologue, médico-légiste, médecin légiste autoproclamé fait l'évaluation, constate que c'est totalement déchiré, donc il n'y a pas de doute. On convoque les parents comme on le faisait pour la restitution et on décide d'un signalement. Les deux parents, qui sont deux personnes connues, vont faire pression, vont dire non, vous n'allez pas signaler, votre carrière elle est morte si vous signalez. Et là, le médecin responsable de l'unité tient bon, il dit mais si, protection de l'enfance, on signale. À l'époque, il n'y avait pas les informations préoccupantes, c'était signalement direct. Et je croise un petit peu plus tard le procureur du tribunal concerné, je lui demande s'il a le signalement, il me dit non. Ça m'interroge, je demande à la secrétaire qui était bien embarrassée et qui me dit que le médecin a des arrangements financiers avec la famille, les familles un peu connues et comme il ne signale pas. Moi, je suis très candide, je vais le voir, il me dit pas non, il me dit pas oui, il me dit vous ne pourrez jamais le prouver. Mais il n'avait pas signalé. Il me dit vous signalez, vous êtes morte, vous êtes virée. Je dis mais on ne peut pas ne pas signaler. Donc moi, je vais tenter de l'aide à côté. Donc je vais voir Caroline Rey-Salmon qui me dit qu'elle est parfaitement au courant de ces pratiques, à la fois d'un médecin gastro-entérologue qui fait des examens médico-légaux, un médecin qui lui emprunte son appareil photo pour prendre des photos des sexes des petites filles, des petits garçons, alors qu'il n'a pas d'habilitation pour le faire. On n'est pas dans le cadre d'une enquête pénale comme elle devait le faire. Elle le sait, elle laisse faire et elle me dit, il faut que tu partes, il est trop protégé. La directrice de l'hôpital va me dire la même chose. Le collège des psychologues va essayer d'intervenir, même réponse. Je vais solliciter des associations de protection de l'enfance, même réponse. Tout le monde, c'est la même réponse. C'est-à-dire que tout le monde sait, tout le monde me dit, faut partir. Et moi, je veux pas partir. Ça, c'est lié à mon histoire. Moi, je veux pas partir. C'est pas juste et je considère que j'ai pas à abandonner un poste alors que je n'ai pas fait de faute. Et puis, je vais découvrir, c'était annexe, mais ça s'est passé en même temps, qu'il est venu voler dans mon ordinateur un article pour le publier en son nom. Donc, je vais lui écrire que je suis pas du tout d'accord avec cette pratique. Et là, un matin, il y a un de ses collègues qui n'a rien à voir avec le service, qui est un de ses amis, pédopsychiatre, qui va venir à 7h30 du matin, ouvrir ma fenêtre, balancer toutes mes affaires dehors. La sécurité de l'hôpital va intervenir. La directrice qui était enceinte jusqu'au cou, elle est très embêtée. Elle va me dire, vous repartez chez vous, faut vous sécuriser. Ce médecin va rester en poste. Le médecin qui m'a agressé va avoir aucune sanction. Caroline Rey, qui sait tout ça, va me dire, faut partir. Donc, je dois partir. Je vais faire quelques remplacements en interne et je vais négocier un départ où mon mi-temps de l'hôpital parisien va me permettre de compléter mon autre mi-temps sur un hôpital sur le Val-de-Marne où là aussi, 10 ans plus tard, je me retrouvais en tant que lanceur d'alerte extrêmement malmené. Il y a un procès en cours d'ailleurs par rapport à ça. Ça, c'est ton procès autour de l'histoire de l'hôpital, de la PHP. Ça, c'est un autre procès, mais c'est quand même très lié. C'est-à-dire que moi, j'ai la mauvaise habitude, d'ailleurs, on me l'a souvent dit, il faut se taire. Donc, où est-ce qu'on en est 5 ans plus tard? Il faut toujours se taire. C'est-à-dire que si on parle, on est mort. Alors, on est mort psychiquement. Les menaces de mort, il y en a pour moi et pour d'autres régulièrement. Professionnellement, c'est extrêmement violent. Et à mon d'or, donc à Créteil, je l'ai écrit, donc j'assume le nom, j'ai dénoncé le fait que moi, j'étais psychologue de la cellule d'urgence, qui est coordonnée par le chef de service sous la responsabilité d'un psychiatre. J'ai bossé sans problème pendant des années avec une psychiatre. Après, pendant pas mal d'années, il n'y a pas eu de psychiatre. Ils étaient bien contents, je suis à l'âge 24. Puis il y a une autre psychiatre qui est arrivée et je vais découvrir, parce que je vais être interpellée par un médecin, qu'elle fait des fausses factures. Je pense que les Français seraient très intéressés de savoir qu'un médecin, service public, qui fait des fausses factures validées par l'hôpital, qui donc double ou triple son salaire, alors que l'hôpital est à l'agonie, est exsangue. Moi, à partir du moment où je vais dire, je ne veux pas que tu mettes mon nom, je ne veux pas que tu dises que c'est dans le cadre d'une intervention de la cellule d'urgence médico-psy, tu dis ce que tu veux de ton autre mi-temps d'urgence, mais ne le fais pas sur le temps où on est ensemble, parce que moi, ça m'associe. Moi, j'ai pas envie d'être associée à tes fausses factures. Eh ben, je vais être convoquée, alors que mon chef de service n'est pas là, à 9h, par la directrice, par cette psychiatre. La directrice va me dire que ma carrière, c'est fini. Ils vont m'affecter dans 2 autres postes qui ne sont pas du tout de mes compétences, donc j'étais incapable, gérontologie et bilan neuropsy, autant dire, c'est pas ma partie, il fallait mieux pour les patients qui me voient pas. Ça va être extrêmement violent.
Je suis convoquée à 9h. 9h15, je suis affectée dans 2 autres hôpitaux. Je vais avoir mon badge qui va être absolument désaffectivé, l'empreinte digitale pour accéder aux services désaffectivé. Je vais pas pouvoir récupérer ma voiture. Il va y avoir un vigile devant ma porte. La serrure de mon bureau va être changée sous prétexte que j'aurais mis du bazar dans le bureau ou que je partageais avec la psychiatre, ce qui est totalement faux. Je vais porter plainte. Après 2 mois de tentative de médiation, trouver un autre poste, etc. Je ne pourrai récupérer mes affaires que 10 jours plus tard, accompagnée par le directeur de la sécurité, 3 vigiles, interdiction des collègues d'être entendus et de venir me voir, donc comme une pestiférée, et on est en pleine période des attentats, tout simplement parce que j'ai donné l'alerte en interne sur le fait que je ne voulais pas participer à des fausses factures de cette psychiatre et parce que j'étais pas d'accord avec le fait qu'elle demandait à toute âme de bonne volonté de s'occuper de victimes. On met pas une âme de bonne volonté en cardiologie, on met un spécialiste. Donc, mettre quelqu'un qui n'est pas formé, ça me paraissait dangereux pour les victimes. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au moment des attentats qui ont suivi. Là, on était au moment des attentats de Charlie. Mon dossier a été déposé à Lyon où j'habite actuellement. Après, il a été rapatrié à Paris. Il a déjà été perdu 2 fois. Les personnes que j'ai demandé à être auditionnées, qui ont vu les menaces, qui ont été témoins du harcèlement, n'ont toujours pas été auditionnées. Donc, quand le gouvernement veut aller vite, ils vont vite. Quand ils veulent laisser traîner, ils veulent laisser traîner. Ça n'a pas été classé sans suite. Ça aurait pu être classé sans suite. Ça a traîné, donc nous, on a demandé un juge d'instruction. Il y a un juge d'instruction qui nous a dit votre dossier a été perdu déjà 2 fois. Je n'ai que des bribes je ne sais pas ce qu'il en est du dossier initial. Donc, on se dit, on est quand même à l'époque, on était en 2020, quand on a vu la juge d'instruction. En 2020, comment on perd des pièces de dossier? Comment c'est possible qu'on perde des dossiers? Tout est numérisé. Voilà, c'est le système. Elle a pu faire, elle a bénéficié de la protection juridique fonctionnelle. Moi, non. J'étais mise inapte au poste. J'ai eu 5 ans d'arrêt maladie. Le harcèlement, il est avéré. Mais moi, j'ai pas le droit à l'aide juridique fonctionnelle, alors que j'y avais le droit pour le moins. Mais non. Donc, c'est une façon d'abattre les gens. T'as parlé, t'as dénoncé. Là, c'est la protection des victimes, pas que de la maltraitance, des victimes des attentats, des victimes de morts violentes, des proches. L'attention portée aux victimes. Eh ben, laisse-nous dysfonctionner comme on veut. Le psychiatre qui était responsable, qui a demandé ma tête, c'est le terme qu'il utilisait dans un mail, fanfarant des fois sur les plateaux télé en disant c'est bien psychotrauma, faut faire. Moyennant quoi, moi, il a tout fait pour anéantir tout le travail que j'avais fait avec cette psychiatre. Donc, le système, il est comme ça. Au bout de toutes les alertes qui ont été données, elles sont là. Il y a des professionnels de terrain engagés qui payent très cher quand ils s'engagent. Il y a tous ceux qui, petites fourmis, essayent de faire ce qu'ils peuvent avec de moins en moins de moyens. Et puis des institutions, des fois, qui coincent parce qu'il faut peut-être pas trop. Le système, il est là. Donc, c'est parler, mais on va peut-être vous écouter, vous entendre. On n'en est pas là. Mais pourquoi, au fond? Pourquoi? Qu'est-ce qui les gêne tant? Pourquoi on n'arrive pas à faire péter ce plafond de verre? Je pense qu'il y a plusieurs hypothèses que les unes les autres peuvent s'intriquer. Celle qui est peut-être la plus simple à dire, c'est que ces situations-là qui confrontent à l'indicible, à l'inintelligible, à quelque chose d'absolument inimaginable, impensable, ça peut contaminer véritablement des personnes de bonne intention. C'est tellement pas possible. Moi, j'ai été auditionnée en huis clos par la Civis, j'ai été auditionnée dans le cadre de l'INIR par rapport à mon histoire. Ils ont tout vérifié, hein. Mais c'est tellement épouvantable qu'on se dit, bah non, il faudrait déjà être mort. Donc, c'est un petit peu la double peine. T'es pas mort, t'es debout. Oui, mais ça se voit pas. Donc, c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc, il y a ce côté de contamination par rapport à quelque chose qui est trop violent. Ça, c'est le premier point, je pense. Il y a le point aussi qui est lié au fait que très souvent, les personnes en face, que ça soit des parents auteurs, que ça soit des conjoints auteurs, souvent ont un profil très pervers. Et le pervers, il a cette capacité à inverser les responsabilités et à culpabiliser. Donc, au lieu de prendre sur lui la culpabilité, il va se victimiser. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit souvent, alors là, côté professionnel, de parents protecteurs qui voient des éducateurs ou des psychos de services éducatifs qui pensent avoir été compris, entendus. Les collègues entendent, écoutent, et puis hop, il y a le parent maltraitant, parent mis en cause qui est auditionné, qui est entendu, et là, ça s'inverse, comme une crêpe. Tout d'un coup, les choses s'inversent.
dans une sorte de contamination. Donc là, j'aurais envie de dire que c'est peut-être plus du côté inconscient, de processus psychiques qui viennent parasiter des professionnels très insuffisamment formés. Et moi, j'en forme des professionnels, je vois bien l'évolution. Il y a 30 ans, moi, quand je me suis formée, par exemple, sur les violences sexuelles, c'était 1 semaine par mois pendant 2 ans. Là, actuellement, c'est une demi-journée, une journée. On en fit de 200 ou 300. C'est-à-dire que la qualité de la formation, parce qu'il n'y a plus de sous, fait que on a des professionnels qui vont être formés sur une journée, 2 journées. Formés sur une journée des collègues aux violences sexuelles, c'est juste insuffisant. C'est mieux que rien. Mais c'est insuffisant, ne serait-ce que connaître la clinique, savoir comment aborder, comment intervenir, comment repérer, comment prendre en charge. C'est évident que c'est pas en une journée qu'on apprend tout ça. Mais il manque que ça. Donc, un manque de formation absolument hallucinant, un manque de supervision. Un professionnel, que ce soit un psy, que ce soit un médecin, que ce soit un magistrat, ça serait bien aussi les magistrats, les policiers, des enquêteurs, ils sont confrontés à des choses horribles et il y a besoin d'avoir quand même un espace pour poser ça, hein, parce que des fois, c'est quand même très violent. En psychologie, dans les usages, on a la plupart un superviseur, c'est le psy du psy, mais il y a beaucoup de professions où il n'y a pas. Il y a beaucoup de professions où il y a une vingtaine d'années, il y avait un superviseur par équipe. Mais ça coûte. Mais ça coûte beaucoup plus cher d'avoir des collègues qui se suicident. Hein. Ça, on n'en entend pas parler. Ou des collègues qui boivent, des collègues qui abandonnent, des collègues qui vont mal, des collègues qui souffrent. Ça, on n'en parle jamais. Mais voilà, manque de supervision. Donc, l'effet de contamination, le manque de supervision. Et puis, ça a été dit par Édouard Durand, et je rejoins ce qu'il dit, ça a été dit par la Ciivise, tout le rapport, on est dans un système de criminalité organisée, criminalité systémique, où en fait, ça arrange. Clairement, ça arrange certains. Moi, je l'ai subi à titre personnel. Je vois des enfants au quotidien qui le subissent aussi dans le cadre de prise en charge. Il y a des situations où on se rend compte que, comme de par hasard, les dossiers disparaissent, comme de par hasard, les scellés disparaissent, comme de par hasard, il y a des plaintes avec des constats de coup pas possibles, la personne est protégée. On se dit, mais ça arrange qui? Donc, le plastron fond de verre, je pense qu'il est malheureusement pas prêt, même si on sent qu'il y a des poussées. Les gens parlent, les gens révèlent, et ce qui se passe avec Édouard Durand est assez significatif. Parlez, on va vous croire. Et lui, il porte ça, il est porte-parole de ça. Et il le paye cher. Il est viré. Qu'il remplace quelqu'un qui dit parlez, on va vous croire, et première émission de télé, mise en cause de sa vice-présidente, il la croit, elle, qui est mise en cause dans des suspicions d'agression sexuelle, mais pas la victime. Le côté très paradoxal. Donc, le plafond de verre, à mon avis, il est là aussi pour différentes raisons, des aspects individuels de contamination psychique des professionnels, manque de formation, et je pense, ça n'engage que moi, qu'il y a aussi tout un enjeu politique, mais c'est dit aussi par d'autres, je dis ça n'engage que moi, c'est dans le rapport de la Ciivise, c'est régulièrement exposé, il y a tout un enjeu systémique de pédocriminalité qui existe. Le problème en France, c'est dès qu'on dit ça, immédiatement, on est traité de complotiste, de rancunier, de mythomane, tous les qualificatifs qui visent à disqualifier. Donc, on n'arrive pas à débattre, à échanger. Mais encore une fois, on va prendre la Ciivise 1, on va l'appeler comme ça, dirigée par Édouard Durand, qui était tout à fait d'accord pour continuer. Ça aurait été différent s'il avait dit « je me mets en retraite ». Lui, il voulait continuer. La Ciivise 1, qui révèle, qui met à jour ce que nous, on connaît au quotidien. C'est notre pratique, c'est malheureusement notre quotidien. Il expose, il parle. Et Édouard Durand, c'est quelqu'un qui parle. Il fallait pas mal le connaître pour s'imaginer qu'il allait ne rien faire. Mais quand on connaît, on sait qu'il parle. Il parle, il dit les choses calmement, posément. Il arrive à une génération, il y a 20 ans, peut-être qu'il n'aurait pas été entendu. Peut-être. Mais aujourd'hui, il arrive, il est soutenu. Et que fait le décideur au sens large? On le bâillonne. On essaye en tout cas. Donc, on voit bien que c'est très paradoxal. Si on avait voulu continuer cet élan, c'est un leurre. C'est aussi ce que j'ai dénoncé avec Cyrulnik sur la prise en charge des victimes. On psychiatrise beaucoup le psychotrauma, on victimise tout le monde. Il y a un intérêt politique évident à maintenir les gens en ce statut de victime, à victimiser, à faire croire qu'on les écoute. Et au final, qu'est-ce qui se passe? On a toujours autant d'enfants maltraités, on a toujours autant de suicides d'enfants qui n'en peuvent plus, de femmes ou d'hommes qui ont été victimes de violences qui se suicident ou qui décèdent des suites médicales de ce qu'ils ont subi.
Est-ce que ça a avancé? La prise de conscience sociale, oui. Les décisions politiques, non. Alors, qu'est-ce qu'il faut espérer? Que Macron s'en aille? Je pense pas que ce soit une question de personne. Hein. À mon avis, c'est beaucoup plus complexe que ça. Moi, ça fait 30 ans, tu l'as gentiment rappelé, ça fait 30 ans que je travaille. Il y a eu d'autres présidents avant. Et ce système du déni, c'est le déni de l'inceste, le déni des violences sexuelles, le déni des violences conjugales. C'est quelque chose qui existe culturellement presque depuis très longtemps. Alors ça bouge. On le voit, ça bouge quand même. Ça évolue. Mais ça évolue à vitesse de 1000 pattes, quoi. Hein. C'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Moi, ce que j'espère, c'est que pour les générations peut-être suivantes, peut-être après, les choses seront différentes. Mais en tout cas, pour l'instant, dès que ça touche certaines personnes, un certain milieu, comme de par hasard, tout s'effondre. Le plafond de verre se renforce, on va le dire comme ça. Tant que ça touche certaines personnes, le plafond de verre, il n'y en a pas. Dès que ça touche un certain milieu, nous, ce qu'on constate, c'est plus de menaces, plus de pressions diverses et variées. Donc, je crains que ce soit pas nécessairement une question de personne, c'est une question de culture. D'ailleurs, c'est ce que disait aussi Édouard Durand. C'est pas une question de personne. Lui, c'est pas en tant que personne qu'il a été. Enfin, on l'a remercié, on l'a pas renouvelé du fait de ce qu'il portait. Lui, en tant qu'individu, mais surtout ce qu'il portait, ce qu'il disait, c'est ça qui dérangeait. Donc, on va mettre à la place des personnes dont on sait qu'on va pouvoir obtenir le silence pour différentes raisons. Ah bah là, il y a carrément plus personne. Là, il y a plus personne et c'était vraiment la crainte des collègues de la Civise 1 et puis des professionnels extrêmement mobilisés autour de la Civise 1, c'est que ça parte, c'est voulu. C'est-à-dire que si après la catastrophe de la nomination de la Civise 2, on va l'appeler comme ça, il y avait eu une véritable volonté. C'est là-dessus qu'on voit que c'est très paradoxal. On écoute les victimes, oui, what else? Derrière, il y a quoi? Si vraiment on avait voulu, on aurait maintenu la Civise 1. Si vraiment on voulait faire avancer les choses, on maintient la Civise 1. Pourquoi est-ce qu'on change? Alors que les responsables veulent rester. C'est qu'il y a quand même un problème. L'enjeu, il est là aussi. Ah, il y a un sacré problème. C'est que le travail de la Civise 1, ils ne s'y attendaient pas en haut lieu. Ils espéraient que la montagne accoucherait d'une souris. Ça n'a pas été le cas, c'est pour ça qu'il n'y a plus de Civise 1. Oui, comme ils espéraient probablement. Alors le rapport Sauvé, qui est le rapport concernant justement les violences commises au sein des églises, a fait moins de bruit médiatiquement. Peut-être qu'il a été plus protégé, que les auteurs ont été plus protégés, le rapport moins protégé, on va dire ça comme ça. Édouard Durand l'a beaucoup plus porté, il a été très soutenu par les associations, il dérangeait beaucoup de monde. Donc, bien évidemment, c'est là-dessus que c'est très paradoxal. En quoi on a avancé? Ben, on avance, peut-être que la société, à un moment donné, va finir par dire stop. Mais l'enjeu, et je pense que c'est important que les gens le comprennent, on est dans un contexte très terrorisant pour les professionnels. On a des professionnels, et ça fait grande attention, et je t'en remercie pour elle, auprès du docteur Isard et Firicelli, qui ont été condamnés pour avoir signalé. Les professionnels qui signalent sont attaqués, pour ceux qui ont des conseils de l'ordre. Les autres se retrouvent comme moi contraints de démissionner ou subissent du harcèlement, des pressions, des menaces. On est dans un contexte, quand on est engagé en protection de l'enfance, extrêmement risqué. Donc, comme les gens sont pas au top de la forme avec tout ce qui se passe, donc plutôt tendance à se replier sur eux-mêmes, à pas trop s'exposer. Donc, le plafond de verre nécessiterait que les gens aillent bien et défoncent tout, quoi. Et en effet, ils disent maintenant, ça suffit. Bah, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Ce qui se passe dans le cinéma, c'est 1/1000 de la réalité. Donc, on voit bien que le plafond de verre se fissure, mais de là à briser, j'aimerais bien, mais bon. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on arrive à faire descendre les gens dans la rue pour le prix du gasoil ou pour les droits des agriculteurs. Mais pour l'enfance, on n'y arrive pas. Pourquoi? Bonne question. Comment se fait-il qu'on arrive à mobiliser autant pour l'écologie? Je trouve ça bien, hein, et qu'on investisse autant pour l'écologie, mais pour l'enfance, rien. Enfin, rien. Beaucoup moins. Ou en tout cas, il n'y a pas la même mobilisation. Il y a quelque chose qui reste assez énigmatique par rapport à ça. L'enfant représente l'avenir, donc il devrait être extrêmement porté. Alors, est-ce que ça touche, encore une fois, il y a la question des réseaux et du système, des réseaux criminels, pédocriminels en France. Tout le monde, les spécialistes le disent, il n'y a pas que moi. C'est une réalité qui a été constatée, malheureusement, par plusieurs. Et c'est une réalité qui permet de comprendre pourquoi à certains moments ça dysfonctionne et pourquoi on a telle ou telle responsabilité à tel ou tel moment. Donc ça, c'est des choses qui se sont dites.
un certain nombre d'enquêtes à ce sujet-là et un travail assez considérable fait par certains à ce sujet-là. Il y a la question, moi, si je garde ma casquette psy, qui est de dire un enfant, on a un vrai déni de la souffrance psychique de l'enfant, de base. La souffrance somatique, déjà, c'est les années 70. Hein. Avant, l'enfant, il bénéficiait pas de produits anesthésiants donc quand il était opéré. Donc, reconnaître la souffrance psychique, c'est très compliqué, avec des arguments qu'on entend. Moi, j'ai fait une publication récemment sur les bébés violés. On a eu beaucoup de mal à la publier avec Jean-Yves Hayez, parce que les collègues nous disaient, oh là là, c'est trash quand même, faudrait peut-être pas en parler. On a quand même une dizaine de bébés qui meurent perforés en France par an, ce qui est énorme, mais dans la banalisation la plus totale, parce qu'il faut pas en parler même entre nous. On a eu beaucoup de mal à le faire publier, cet article, dans une revue dite référencée. On y est parvenu parce qu'on a bataillé tous les deux, et on se retrouve dans une situation où, voilà, un bébé, un enfant, il est petit, il va oublier, bon, c'est pas si grave, ou c'était une autre époque, ou une sorte de banalisation de la souffrance psychique que peut endurer un enfant. Il n'a pas la maturité neurocognitive d'un adulte, il n'a pas la mémoire, il n'a pas. Donc bon, pas si grave, quoi. Ça n'est qu'un enfant. L'adolescent, c'est un peu plus embêtant. Il se rappelle, il peut dénoncer, etc. Donc la banalisation de la détresse psychique des enfants, c'est extrêmement violent. Moi, j'ai entendu des magistrats dire oui, d'accord, le signalement, le placement de l'enfant, c'est violent, mais bon, de toute façon, violence ennemie. Puis bon, il est résilient. Alors la résilience, juste 2 minutes, c'est pas on souffre plus. Hein. C'est on apprivoise, on essaye de faire quelque chose de sa souffrance. Parce que les glaciers sont résilients, les enfants sont résilients, et hop, on peut tout décider. Donc c'est un véritable problème. Le jour où les enfants auront des avocats d'enfants, il y en a, mais que les avocats d'enfants attaqueront l'État, et c'est pas simple parce qu'ils ont aussi une carrière, il y a aussi des pressions, les choses pourront probablement évoluer. On n'a pas de Greta Thunberg de la protection de l'enfance, par exemple. Et les rares jeunes adolescents ou jeunes adultes qui ont essayé de mobiliser par rapport à leur histoire d'enfants placés ont laissé tomber du fait des pressions et de l'épuisement psychique que ça engage. C'est épuisant psychiquement, c'est important de le dire. Il faudrait qu'on mette Édouard Durand ministre de la Justice pour que ça bouge. Si on voulait vraiment faire bouger les choses, en lui donnant les moyens d'agir. C'est pas une plaisanterie, c'est-à-dire qu'on met en place à certains postes certaines personnes quand on veut que ça bouge d'une certaine façon. Il y a rien de gratuit, donc on voit bien au-delà des enjeux politiques, surtout quand ce sont pas des politiques de carrière qui sont nommés, ce qu'on essaye de faire ou de ne pas faire. Donc l'enjeu, c'est de rester mobilisé, de pas lâcher, de soutenir. Il y a beaucoup de collègues de terrain qui font ce qu'ils peuvent, mais de comprendre aujourd'hui, les conseils départementaux sont dans des états épouvantables. Les secteurs de pédopsie, santé mentale dans des états épouvantables. Mais en effet, on va mettre de l'argent dans d'autres choses. Donc, quelle société veut-on pour demain? Une société décérébrée, victimisée, qui sera très manipulable? Moi, c'est ma crainte. En tout cas, c'est ce que je constate dans l'évolution depuis 30 ans. Alors, permettre aux collègues de garder l'espoir et la mobilisation, parce qu'on est quand même quelques-uns à batailler, à essayer de pas lâcher, à essayer de tenir malgré tout. Mais reconnaître que c'est pas simple, je pense que c'est aussi important. Parce qu'on a bien souvent des personnes qui peuvent ne pas comprendre à quel point, voilà, j'ai sollicité tel collègue, il n'a pas voulu faire un signalement. Bah oui, parce que faire un signalement, ça engage, c'est extrêmement compliqué en termes de répercussions. Donc que les gens comprennent à quel point c'est compliqué, ça me paraît extrêmement important. Qu'il y ait une plus grande attention portée aux professionnels, ça me paraît extrêmement important. Et qu'on décide enfin d'une véritable politique de la protection de l'enfance, ça me paraît fondamental. Je regrette pas d'être passé voir la dame de Haute-Savoie. Merci. Mais c'est pas complet, moi. La montagne, c'est mon exécutoire. J'adore faire beaucoup d'alpinisme. Tu m'as parlé des glaciers. Tu m'as dit que tu m'as parlé de la résilience des glaciers. Oui, non, mais ça, c'est Madame Royal qui avait utilisé ce terme-là. Et bon, la campagne résilience avec les hôpitaux de campagne pendant le Covid, la politique résilience économique, la résilience à toutes les sauces, ça a quelques limites, la résilience. Il faut faire attention de ne pas l'utiliser avec cette idée où socialement, quelqu'un qui aurait souffert ne souffrirait plus. De toute façon, il est résilient. Ça veut dire quoi? La résilience à métal revient à l'état initial, tu as été traumatisé, jamais ta vie elle est massacrée, elle est morte, tu ne pourras jamais la récupérer. Donc prenne à vivre avec. C'est vivre avec et essayer de faire ce qu'on peut avec ça. Donc, faire attention à certains termes qui visent, mais c'est pas anodin l'usage de ce terme, à banaliser la souffrance psychique. C'est comme un mot pansement. Ah, t'es résilient. Ah, t'es ça. Alors, tu souffres plus. Ça banalise la souffrance psychique. C'est pas pareil de dire t'es résilient, t'es résistant. C'est pourtant quelque chose qui
dans la signification face au vécu traumatique, a pas la même résonance. Tu es une véritable résistante, toi. Ouais, je préfère ce terme-là, oui. En tout cas, tu es une héroïne. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci, Carl, pour ta confiance. À bientôt. Bonne suite à toi. Au revoir.